Salut les BDF, cette semaine, imaginez alors que 5000 passagers endormis voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, un astronaute en hibernation est réveillé par erreur par l'ordinateur qui surveille ses signes vitaux après 30 ans seulement et est incapable de retourner dans son sommeil artificiel. Désespéré, l'astronaute se rend compte que vivre le reste de sa vie sur le vaisseau condamnera le reste des passagers à mourir de faim car il consommera toute la ressource à bord avant de mourir de vieillesse. Le sommeil artificiel pour voyager, c'est une bonne idée de film, mais est-ce possible tout ça? Mon nom est BDF et bienvenue à l'actualité spatiale. Show! Voici pourquoi l'hibernation dans l'espace n'est peut-être pas possible pour les humains après tout. L'envoi d'humains pratiquement n'importe où dans l'espace, au-delà de la Lune, pousse la logistique de la santé, de la nourriture et de la psychologie à des limites que nous commençons à peine à saisir. Une solution de base à ces problèmes dans la science-fiction consiste simplement à mettre les voyageurs au lit pendant un certain temps. Dans un état de sommeil proche de l'hibernation, le métabolisme chute et l'esprit est épargné de l'ennui d'attendre des heures interminables. Contrairement au voyage plus rapide que la lumière et au trou de verre, la prémisse de mettre les astronautes dans une sorte d'hibernation semble être à portée de main. Assez pour que même l'Agence spatiale européenne se penche sérieusement sur la science derrière cela. Les implications d'une nouvelle étude menée par un trio de chercheurs chiliens révèlent maintenant un obstacle mathématique à la transformation du potentiel de stase humaine. Stase humaine? Stase humaine, ben, c'est comme de l'immobilité absolue, c'est que tu bouges plus du tout. C'est mieux, là? Ah oui, c'est un peu comme nos gouvernements, ok, je comprends. C'est un obstacle qui pourrait signifier l'impossibilité d'effectuer cette hibernation. Les chercheurs ont entrepris de démêler la relation entre la masse corporelle et la dépense énergétique chez les animaux qui hibernent. Ils ont découvert un niveau minimum de métabolisme qui permet aux cellules de persister dans des conditions froides et pauvres en oxygène. Pour des animaux relativement lourds comme nous, les économies d'énergie seraient négligeables. Enfin, nous ferions probablement mieux de faire la sieste à l'ancienne. Le mot hibernation évoque souvent des images d'un ours dans une tanière pour un long repos hivernal. Alors que les ours s'éteignent pendant plusieurs mois longs et froids, leur dormance n'est pas tout à fait comme la véritable hibernation chez les petites créatures comme les écureuils terrestres et les chauves-souris. Chez ces animaux, la température corporelle chute, le métabolisme diminue et le rythme cardiaque et la respiration ralentissent. Ce processus peut réduire la dépense énergétique jusqu'à 98% dans certains cas, éliminant ainsi le besoin de gaspiller l'effort de chasse ou de recherche de nourriture. Cependant, même dans cet état, l'animal peut encore perdre plus d'un quart de son poids corporel en brûlant ses réserves de carburant. Si nous appliquions les mêmes mathématiques de base à un humain adulte en hibernation, un apport alimentaire quotidien d'environ 12 000 kJ serait remplacé par un besoin de seulement quelques centaines de kilojoules de graisse corporelle. En gardant ce scénario, nous pourrions imaginer qu'un touriste de l'espace blotti dans son lit spécialement équipé perdrait un peu plus de 6 grammes de graisse par jour. 6 grammes par jour! C'est énorme, là. Sur un an, c'est environ 2 kg. C'est quoi ça? Ben, c'est un bonhomme qui a perdu 2 kg. Ben oui, mais ils savent même pas comment il pesait au départ. Ben, c'est mieux que rien. Ouais, j'avoue, là. Cela pourrait convenir pour un voyage rapide vers Mars ou Jupiter, mais si l'adulte moyen veut survivre des décennies à flotter dans l'espace interstellaire jusqu'à une étoile proche, eh bien, il devra emballer quelques centaines de kilogrammes de graisse supplémentaires ou se réveiller régulièrement pour manger une ONRI. C'est pas bon pour la santé, ça. Après tout, il y a probablement une bonne raison derrière la rareté des énormes mammifères hibernants de notre taille. La mise à l'échelle de la relation entre le métabolisme actif et la masse produit un graphique qui révèle un point auquel l'hibernation n'économise pas vraiment beaucoup d'énergie pour les bêtes plus grosses. Ce point est proche de notre propre masse, qui implique que nos besoins énergétiques totaux pendant l'hibernation ne seront pas significativement différents de ceux pendant que nous sommes simplement au repos. Cela pourrait expliquer pourquoi les ours n'hibernent pas vraiment de la même manière que les petits animaux. Et cela signifie aussi pour nous, les humains, prendre tous les risques et se donner la peine de refroidir notre corps, de baisser notre fréquence cardiaque et notre respiration et de déprimer artificiellement notre métabolisme pourrait ne pas nous donner les résultats que nous espérions.
Forcer les humains à hiberner ne vaudra tout simplement pas la peine. Si nous voulons sauver notre ennui et éviter de manger la réserve de chips du vaisseau, nous pourrions aussi bien prendre un thé et relaxer en écoutant des vidéos spatiales sur Blue Dot Future. Ben, ils sont pas capables, ils n'auront pas Internet. Ben, ils pourront les downloader avant. Ah, peut-être Starlink. Ben oui. Ouais, peut-être Starlink. C'est comme ça. Le CST-100 Starliner de Boeing a finalement atterri mercredi le 25 mai dans le désert du Nouveau-Mexique en toute sécurité. Cette mission servait à préparer la prochaine mission avec des astronautes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'arrivée de la capsule, mais je vais laisser ça pour les autres YouTubeurs. Il y en a en masse des vidéos là-dessus. Moi, j'étais curieux. Je me suis posé une question. Nous connaissons déjà les combinaisons blanches des astronautes de SpaceX qui voyagent dans la capsule Dragon, mais on a très peu abordé les combinaisons que les astronautes porteront dans la capsule Starliner. Comme vous le savez déjà, le vaisseau Starliner s'est désamarré de la Station spatiale internationale et a effectué une combustion de désorbitation d'1 minute à l'aide de 4 propulseurs de manœuvre orbitale et de contrôle d'attitude. À l'est, la capsule de l'équipage a largué le module de service et est entrée dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique. La capsule a alors déployé 2 parachutes de drogue. Je comprends pas, là. Les parachutes de drogue, c'est des parachutes qui, comme exemple, la Dragon, à peu près à 18 000 pieds, là, ils vont sortir pour freiner la capsule avant que les autres parachutes arrivent. Parce que sinon, là, c'est trop rapide. Là, elle arrive à 560 km/h environ, la capsule. Là. Tout livre et tout ferme ta Bref, la capsule a déployé 2 parachutes de drogue suivis de 3 parachutes principaux larguant son bouclier thermique pour révéler les coussins gonflables utilisés pour amortir l'atterrissage. Le vaisseau spatial s'est posé à White Sands Space Harbor au Nouveau-Mexique, ce qui a conclu la mission Orbital Flight Test ou OFT-2. Étant donné que la prochaine mission sera fort probablement avec des astronautes à bord, aujourd'hui je vais vous parler de la combinaison des astronautes à bord de la capsule Starliner. Tout d'abord, l'intérieur des casques. Il sera constitué de mousse qui permettra d'amortir les vibrations et offrira un confort extrême aux passagers. L'extérieur sera constitué d'une coquille dure, vue ici en bleu, qui assurera la protection de la tête. Le casque sera extrêmement léger et utilisera un zipper. Correct. OK, c'est correct. Utilisant un zipper pour la fermeture au lieu de loquet conventionnel. L'assemblage du capuchon de communication ou le Communication Cap Assembly, ça dit mieux en anglais, à l'intérieur du casque se connecte au vaisseau spatial Starliner, fournissant un micro de communication avec les équipes au sol et dans l'espace. La valve de dérivation du flux d'air aidera à garder les astronautes au frais et à l'aise, tandis que les couches perméables laisseront passer la vapeur d'eau par le tissu du costume. Mais seulement la vapeur d'eau, pas l'air. Les astronautes porteront des gants en cuir léger qui seront capables de faire fonctionner les tablettes et les écrans tactiles. Des chaussures légères et spécialisées ont été développées en collaboration avec David Clark Corporation et Reebok. Reebok, on connaît ça, puis David Clark, c'est les écouteurs David Clark qu'on voit en vert. Là. Ça, c'est des écouteurs qu'on a beaucoup dans nos avions. On s'en va de plus en plus vers Bose, la qualité est incroyable, puis l'atténuation de bruit, mais David Clark sont encore très forts dans le marché de l'aviation, des avions de turbopropulseurs. La combinaison a des poches respirantes sur les jambes pour contenir un kit de survie et un peu de tout. Là. Vous pouvez emmener vos fusées si ça vous tente puis mettre ça dans vos poches. La fermeture à glissière à la taille aidera à maintenir le confort lors de la transition de la position assise à debout. Le contrôleur de combinaison double maintient la pression de la combinaison à un niveau sûr. Les articulations de mobilité dans les épaules et les coudes permettront une facilité de mouvement même lorsque la combinaison sera pressurisée. Et voilà, que pensez-vous de la combinaison? Hey, je vous donne le choix, écrivez-le dans les commentaires. Aimez-vous mieux la combinaison blanche de SpaceX ou bleue de Starliner? Bon, j'ai gardé la lumière rouge pour mon topic numéro 3. Pourquoi? Parce qu'on va parler de SpaceX et sa capsule Crew Dragon. Parce que SpaceX devra remplacer le bouclier thermique de la capsule Dragon qui va aller vers la Station spatiale internationale parce qu'ils n'ont pas passé l'inspection. Mais là, il y en a un déjà à la Station spatiale là, qui devrait revenir. Est-ce qu'il y a des risques? Non, la NASA a dit pas de risque.
Dans une déclaration du 24 mai aux journalistes, la NASA a déclaré qu'une structure du bouclier thermique que SpaceX a construite pour la mission Crew 5 ou Crew 5 à la station, dont le lancement est prévu septembre, a échoué à un test d'acceptation plus tôt ce mois-ci et ne sera pas utilisé sur ce vaisseau spatial. SpaceX a un processus de test rigoureux pour mettre chaque composant et système à l'épreuve afin d'assurer la sécurité et la fiabilité. Le test a fait son travail et a trouvé un défaut de fabrication. Ces tests incluent des rayons X de la structure ainsi que l'application de charges physiques sur celle-ci pour simuler les forces qu'elle subirait lors de la rentrée et lors du splashdown. Ce qui s'est passé pour Crew 5, c'est que lorsqu'ils ont mis le bouclier thermique à travers les charges d'atterrissage, il n'a pas réussi. Il y avait des dommages à l'intérieur du bouclier, ce qui leur a pas permis d'aller de l'avant et de le faire voler à nouveau. La NASA a déclaré que SpaceX utilisera un bouclier thermique différent sur le vaisseau spatial Endurance, qui subira les mêmes tests. L'agence a déclaré dans son communiqué qu'elle prévoyait toujours un lancement de cette mission en septembre. Le défaut n'affecte pas le bouclier thermique du vaisseau spatial Crew 4 Freedom, actuellement à l'ISS, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour le retour de l'équipage. La déclaration de la NASA était en réponse à un rapport publié le 23 mai qui affirmait qu'il y avait une fuite de propulseurs hypergoliques des propulseurs de Crew Dragon qui avaient causé des dommages importants au bouclier thermique à la fin de la mission d'astronaute privé AX-1 ou Axiom Space à la station qui est revenue le 25 avril. Cela a soulevé un problème potentiel avec le vaisseau spatial Crew 4 qui a été lancé moins de 2 jours plus tard. La NASA a nié qu'il y a eu un problème de fuite ou de bouclier thermique lors de cette mission. Selon eux, les données associées aux récentes rentrées d'équipage de Dragon étaient normales et le système a fonctionné comme prévu. Il n'y a pas eu de fuite d'hypergol lors du retour d'une mission Dragon avec équipage ni de contamination avec le bouclier thermique provoquant une usure excessive. La NASA a toutefois ajouté qu'il y avait eu une révision technique complète du système de protection thermique du Crew Dragon après le retour de l'AX-1 et avant le lancement de Crew 4. Alors que la structure composite du bouclier thermique a été réutilisée pour Crew 4, le matériau de protection thermique, lui, il était nouveau comme dans toutes les missions avec équipage. Vétez, Mirko m'a demandé la semaine dernière des nouvelles du merveilleux rover Rosalind Franklin. Disons que j'aime beaucoup raconter des histoires, mais celle-là, elle fait pas vraiment partie de mes préférés. Je vous raconte pourquoi. Il y a quelques mois seulement, l'équipe du rover attendait en toute confiance le lancement du rover Rosalind Franklin vers la planète Mars dans le cadre de la mission ExoMars, une collaboration entre l'Europe et la Russie. L'atterrissage était prévu pour le 20 juin. Tout était prêt. Le rover, l'équipe des opérations et les scientifiques motivés. Les préparatifs finaux ont commencé le 21 février avec une partie de l'équipe se dirigeant vers Turin en Italie pour mener à bien les tests d'alignement et d'étalonnage et tout allait bien. 3 jours plus tard, le travail était complété, laissant de merveilleuses données afin d'aider l'équipe à décider où Rosalind atterrirait sur Mars. L'équipe a commencé à emballer le rover qui était prêt à être expédié au site de lancement. Ensuite, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La situation s'est ensuite emballée. C'est emballé comme le rover? On fait pas de joke là-dessus. Elle s'est emballée comme le rover, conduisant à une série de réunions d'urgence. Le 17 mars, le Conseil et les États membres de l'Agence spatiale européenne, ou l'ESA, ont décidé de suspendre la mission. Le rover Rosalind Franklin est unique parmi tous les rovers prévus pour Mars. Il peut percer plus profond que tous les autres, jusqu'à 2 mètres sous la surface dure. Ceci est important car le sous-sol est protégé contre les radiations nuisibles et pourrait donc contenir des signes de vie passés ou présents. Les instruments de Rosalind incluent la PanCam, qui est une caméra qui fera de la géologie et de la science atmosphérique sur Mars avec l'aide des autres caméras et un radar de bruit de sous-surface. Rosalind collectera également des échantillons de sous la surface qui seront déposés dans le tiroir analytique et 3 instruments feront de la minéralogie et rechercheront des signes de vie. Il y a environ 3,8 milliards d'années en même temps que la vie émergeait sur Terre, Mars était également habitable. Il y aurait eu des nuages, de la pluie et une atmosphère épaisse. Il y avait aussi un champ magnétique de protection et des volcans. Cela signifie que Mars avait essentiellement tous les ingrédients appropriés pour la vie, de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de phosphore et de soufre. Si la vie avait réellement existé là-bas comme elle l'avait fait sur Terre, le rover aurait permis de la trouver. Le climat a considérablement changé depuis que Mars a perdu son champ magnétique il y a 3,8 milliards d'années.
La planète est maintenant sèche, froide. Elle a une atmosphère mince et une surface hostile à la vie. Mais en dessous de la surface, certaines espèces vivantes ont peut-être survécu ou des restes d'eux pourraient être conservés. Concernant la mission, le problème est énorme car la Russie devait aider le rover à l'effectuer. Le décollage était prévu sur l'une de ces fusées. Alors qu'un vaisseau spatial européen voyagerait le rover vers Mars, une plateforme de construction russe serait à nouveau nécessaire pour lui permettre d'atterrir. La Russie devait également fournir des appareils de chauffage radioactifs pour garder la chaleur des batteries du rover dans les nuits froides de la planète rouge. Donc, nous pouvons oublier tout de suite la mission de cette année. Étant donné que les portes pour les voyages vers Mars s'ouvrent seulement aux 2 ans, l'ESA étudie maintenant des options en 2024. Les principales possibilités de faisabilité de la mission en 2024 reposent sur la NASA et l'ESA. La nouvelle fusée Ariane 6 de l'ESA, qui est presque prête, pourrait aider à lancer le rover, de même qu'une fusée de SpaceX. Pour les appareils de chauffage, l'ESA devra développer un nouveau système ou entrer en collaboration avec la NASA en adoptant la technologie existante. Cela pourrait donc prendre du temps de plus à cause de la façon dont les planètes orbitent le Soleil. Il existe des possibilités de lancement vers Mars seulement tous les 2 ans. Donc en 2024, 2026 et ainsi de suite. 2028, 2030, 2032, 2034. On a compris. Malheureusement, 2028 serait selon eux l'option la plus envisageable. En fin de compte, la vie a changé pour l'équipe du rover Rosalind Franklin le 24 février. Certains ingénieurs travaillaient sur cette mission depuis 2003. Ce fut une énorme déception lorsque la mission a été suspendue, mais c'était finalement une étape nécessaire et compréhensible. Pour l'instant, malgré l'évolution rapide de la technologie, le rover Rosalind Franklin possède toujours une science de pointe qui restera à jour pour le reste de cette décennie. En raison des forages particulièrement profonds, Rosalind Franklin a peut-être encore des chances d'être la première à trouver des signes de vie dans l'espace. Les BDF, ce CubeSat va peut-être devenir le futur de la NASA. Un tout petit satellite au format CubeSat, parti pour l'espace mercredi le 25 mai, va tenter de battre le record de vitesse de transfert de données par laser depuis l'espace. Le Terabyte Infrared Delivery, ou T-Bird, a été déposé en orbite par la mission Transporter 5 de SpaceX mercredi dernier. Ce petit engin qui ressemble à une boîte à chaussures plaquée or aura la tâche de transmettre plus de 200 gigs de données en continu pendant 7 minutes depuis l'espace grâce à un laser. Ce taux de transfert constituerait un record du côté de la NASA dans la catégorie des communications optiques. Cette technologie commence à montrer ses limites. À une époque où la NASA parle de conquête de la Lune et de Mars, elle pourrait très bientôt avoir besoin d'une infrastructure de transfert de données de nouvelle génération à la hauteur de ses nouveaux objectifs. Ce petit T-Bird sera donc très important pour le futur de l'exploration humaine et des missions scientifiques. Le laser présente de nombreux avantages par rapport à la radio. Les deux se basent pourtant sur le même support, à savoir des ondes électromagnétiques. Mais le rayonnement infrarouge qui compose ce laser a une longueur d'onde beaucoup plus courte que les ondes radio. Si la longueur d'onde est plus courte, ça signifie qu'il y a aussi plus d'unités capables de transporter de l'information. En pratique, cela signifie que cette information ne sera pas transmise plus vite. Par contre, il sera possible d'expédier davantage de données en un seul transfert. De plus, les équipements spatiaux de communication laser sont faciles à intégrer car ils sont plus légers et moins imposants que les équipements radio à puissance équivalente. Le T-Bird sera testé sur une période de 6 mois, puis si ces tests sont concluants, cela pourrait bien marquer le début d'une vraie transition technologique. Ces avancées au niveau des communications spatiales sont plus discrètes et moins médiatiques que celles des fusées. Mais elles sont toutes aussi importantes pour l'avenir de la conquête spatiale. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter de la semaine. Hey, il y en a encore plus qu'avant! Wow! Et je commence avec le commentaire de Gerbiful. Hey, merci, j'aime ça, des commentaires comme ça.
pourrais-tu nous parler des Mars Bees? Oh, on n'en entend plus beaucoup parler de ça. Hein? Les Mars Bees étaient supposés être des insectes robotiques à ailes battantes, de la taille d'un bourdon avec des ailes de la taille d'une cigale. Le but de l'essaim de Mars Bees, c'était d'améliorer la mission d'exploration de Mars. En raison de sa taille relativement petite et du petit volume d'espace aérien nécessaire, c'était un projet ambitieux. L'objectif de la phase 1 était de déterminer la conception, le mouvement et le poids des ailes qui peuvent planer avec une puissance optimale dans les conditions atmosphériques de Mars à l'aide d'un modèle numérique haute fidélité et d'évaluer le mouvement du colibri dans les conditions de Mars. Les performances aérodynamiques du colibri ont été évaluées dans une chambre à vide avec la densité de l'air réduite à la densité de Mars. La maniabilité, le rejet des rafales de vent, le décollage, atterrissage, les implications en matière de puissance, la télédétection et l'optimisation de la mission ont été abordés dans la phase 2, puis aucune nouvelle. Hey, j'imagine que tous les tests qui ont été effectués ont aidé à la conception de l'hélicoptère drone Ingenuity qui fait un excellent travail d'ailleurs. Et dans ce tweet, j'aime pas beaucoup parler de la Russie. Je vais faire ça vraiment court. Lors d'une réunion hier entre Roscosmos et l'Académie des sciences de Russie, il a été décidé que la future station spatiale russe sera placée en orbite polaire afin d'être capable d'observer toute la planète. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Pensez-y, observer toute la planète. La Russie. Le prototype S-24 de SpaceX est en train d'être conduit vers le pas de tir pour la première fois. La vitesse du transport a drastiquement augmenté. Vite, 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 il faut avancer vite SpaceX, mais il faut pas négliger la sécurité. Des nouvelles du Stratolaunch que j'adore. Hier, Rock a effectué son 5e vol. Faites un tour paisible aux côtés de notre avion porteur et observez de près le nouveau matériel sur l'aile centrale, juste là. Ce pylône portera et libérera prochainement notre véhicule hypersonique réutilisable Talon. J'ai toujours pas de nouvelles pour mon application comme pilote pour cette belle compagnie, mais j'ai appliqué aussi chez Virgin Galactic. C'est pas compliqué, je vais prendre le premier des deux. Pourquoi pas? Il y a des subventions pour Starlink au Québec, oui mes amis. Les 50 premiers millions sont alloués au branchement de 10 000 foyers déjà identifiés comme orphelins, puis les Québécois ainsi branchés n'auront pas à payer pour leur trousse de départ et la soucoupe satellite qui à elle seule vaut plus de 650 $. 30 autres millions de dollars serviront à payer pour une option de 5 000 foyers supplémentaires. 9 millions sont aussi prévus afin que les nouveaux clients québécois de Starlink paient au maximum environ 90 $ canadiens par mois. Un forfait mensuel chez Starlink coûte plus de 120 $ avant taxe. Ici, un peu d'histoire, le 25 mai 1961, il y a déjà 61 ans, le président JF Kennedy s'adressa au Congrès et à la nation. Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif avant la fin de cette décennie d'atterrir un homme sur la Lune et de le ramener en toute sécurité sur Terre. Puis quand on clique sur le bouton, on fait un tour dans l'histoire. Puis vous pouvez cliquer sur le lien en haut aussi, ça c'est les histoires du passé, ils sont toujours là, pour vous. Puis je termine en vous disant de ne pas manquer ma vidéo sur les sprites, ça va être de mystérieux éclairs dans la haute atmosphère, vous allez apprendre beaucoup. Allez-y mes amis et partagez la science et vos nouvelles connaissances, c'est important. Et ça complète mon tour d'horizon, pour les nouvelles de Twitter. Et la question de la semaine, j'adore le spatial comme vous forcément, mais j'aime également tout ce qui vole, un peu comme la NASA. Mais voilà que cette semaine, c'était la sortie de... Danse lascive. Non, retour vers le futur. Rapide et dangereux. On va le dire. Top Gun 2. Yes! La suite de mon enfance. Et c'est pour la plupart des bonnes critiques. Pilote d'essai toujours aussi insubordonné, Peter Maverick Mitchell se voit confier une mission là où tout a commencé à l'école Top Gun où l'on forme les meilleurs pilotes de l'armée de l'air américaine. Sur place, il va devoir enseigner à la plus prometteuse génération comment réussir une mission pratiquement impossible. Mais là, c'est une mission impossible ou c'est Top Gun? Parmi eux, le lieutenant Bradley Roadster Bradshaw, le fils de son défunt coéquipier Goose. Maverick va devoir affronter ses démons s'il veut que tous reviennent vivants. Alors ma question les BDF, aimeriez-vous aller faire un vol avec les pilotes de l'Académie Top Gun? Il y a beaucoup d'acteurs de ce film qui ont été malades. Seriez-vous prêt à tester vos capacités? Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Mission Space de Disney. Ça pourrait vous aider à répondre à votre question. Je pense que oui. Et ça complète l'actualité spatiale chaud de la semaine. Merci
aussi d'être là à chaque semaine. Et comme disait Nelson Mandela cette semaine, un icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Puis en passant, l'apartheid, c'est un système de législation qui soutenait les politiques contre les citoyens non blancs de l'Afrique du Sud. Vous me voyez venir? Sous l'apartheid, les Sud-Africains non blancs, une majorité de la population, étaient forcés de vivre dans des zones séparées des Blancs et d'utiliser des installations publiques séparées. Malgré une opposition forte et constante à l'apartheid à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique du Sud, ces lois sont restées en vigueur pendant près de 50 ans. Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux, à cause de sa lutte contre le racisme avant d'en ressortir libre le 11 février 1990. Celui qui était surnommé Madiba fut aussi le premier président noir d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Donc, comme disait un grand de ce monde, Nelson Mandela. Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. D'ici là, soyez Blue Dot, puis n'oubliez pas de regarder la photo du champ profond Double. Ça va vous ramener les pieds sur terre. C'était pas ça que je voulais dire, les pieds sur terre. Ça va vous permettre de continuer à rêver. Tiens, c'est pas mal mieux ça. Parce que dans notre galaxie, eh bien, il y a 100 à 400 milliards d'étoiles. Puis sur cette photo de l'univers visible prise dans un coin gros comme une paille, ben il y en a des milliers. Mais on est tout petit, mais à chaque semaine, le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos!